Le 1er mai, c'est la fête du travail. Mais du travail, certains en sont privés depuis beaucoup trop longtemps maintenant. Ils nous diront ce qu'ils ressentent. Le 1er mai, ça pourrait être aussi la fête tout court, avec un grand rassemblement prévu à Bruxelles. Un autre devrait être organisé à Liège. Nous verrons ce qu'il en est de ces rassemblements dits un peu sauvages et craints par les autorités parce qu'il semblerait qu'ils soient aujourd'hui hors de contrôle. La colère des Belges échappe-t-elle aujourd'hui précisément à tout contrôle? On en débat ce soir. Madame, monsieur, bienvenue dans QR, le débat. Un débat que nous allons mener comme toutes les semaines avec vous et grâce à vous, vous pouvez interagir avec cette émission via nos réseaux sociaux. Nous sommes en direct sur la page Facebook de l'émission QR et puis il y a l'application Opinion RTBF que vous connaissez bien maintenant, que vous pouvez télécharger si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez scanner le QR code qui apparaît en bas et à droite de votre écran pour pouvoir répondre aux questions qu'on vous pose, mais aussi nous livrer vos impressions par rapport à ce débat et aux questions qui vont être abordées. Pour vous répondre ce soir, nous avons invité plusieurs personnalités et je vous les présente. Il y a tout d'abord David Clarinval, ministre des classes moyennes et des indépendants pour le MR. Bonjour. Olivier de Wassège, administrateur délégué de l'Union wallonne des entreprises. Bonjour. Karine Lallieu, ministre fédérale de l'Action sociale pour le PS. Bonsoir. Et Céline Nimeneuil, secrétaire générale de la Fédération des services sociaux. Il y a aussi dans nos gradins d'autres intervenants, des acteurs de terrain qui vont bien entendu prendre la parole. Et prendre la parole, c'est aussi ce que vont faire des citoyens qui sont avec nous. Ils sont déjà là, bon pied, bon oeil, depuis chez eux, en toute sécurité pour pouvoir participer à nos discussions. Des discussions qui commencent juste après la traditionnelle séquence d'introduction. Elle est signée Jonas Dadeski. A tout de suite. Culture. Abandonné. La pauvreté n'a pas sa place, le rejet d'une partie des populations n'a pas sa place et le fait d'oublier la culture n'a pas sa place. On a fait un choix de combattre un virus qui a tué déjà 23 000 personnes. Ça n'a jamais été prouvé non plus scientifiquement qu'un artiste est plus contaminant qu'un vendeur de chaussettes. La culture peut être Covid-compatible. Là, par exemple, Chimène est triste parce que Rodrigue a tué son père. Et bien entendu, Rodrigue est désolé. On nous oublie, on oublie tout, on oublie les festivaliers, on met le couvercle sur la marmite et la pression va être énorme. Mon travail, mon action s'arrête aux portes du Codeco. Ça dit que vraiment tout un pan de la société n'est pas convié à la table des discussions et des prises de décision. Vous êtes sûr que votre ami ne veut pas se mettre à table? C'est gênant. Il n'est point noblieux et n'a pas de manière pour m'enjailler. Il est déjà heureux de boulotter nos restes. Les activités à l'extérieur sont plus sûres. Dehors, c'est clairement mieux. Ce samedi 1er mai, un autre groupe compte récidiver. Il a lancé sur Facebook une invitation pour la Boom 2. En mai, fais ce qu'il te plaît. On doit avoir cet espace de respiration, mais aujourd'hui c'est beaucoup trop tôt. C'est trop tôt. Beaucoup trop tôt. Et nous allons nous pencher dans un premier temps sur la crise et ses victimes. On a évidemment beaucoup parlé des victimes de la crise sanitaire, mais il y en a une autre qui est en train de pointer le bout de son nez. Et elle est à la fois sociale, elle est aussi économique. Et on va en discuter avec nos premiers intervenants, nos citoyens qui sont en direct depuis chez eux. Merci d'être avec nous. On a beaucoup discuté des fermetures qui sont maintenues en Belgique. Et cela provoque évidemment pas mal de réactions et pas mal de soucis pour celles et ceux qui en sont victimes. Mais je voudrais vous demander si vous partagez l'avis des autorités. Est-ce qu'elles ont bien fait de maintenir toute une série de fermetures, comme par exemple pour les spectacles, comme par exemple pour l'Horeca. Je vais commencer par Marc Lacroix. Vous habitez Anse, Monsieur Lacroix, on vous écoute. Bonsoir. Disons que moi personnellement, je ne voudrais pas être à la place des gens qui doivent décider des mesures. Ça ne doit pas être évident. Contenter tout le monde, on ne saurait pas. Bon, ça c'est un point. Maintenant, qu'on ait fait les choses comme il faut, encore une fois, il n'y a qu'à, il faudrait que. Donc pour moi, il aurait fallu peut-être le faire plus tôt. Mais je vais prendre le cas de la culture, commencer par des essais plus tôt. Parce que pour l'Horeca, il y a quand même eu un soutien plus fort pour l'Horeca que pour la culture. Et l'Horeca se plaint, et les jeunes se plaignent, tout le monde se plaint, tout le monde voudrait retrouver la liberté. Et je pense qu'il faut y aller progressivement et aussi
que tout le monde se fasse vacciner. Hein, parce que la vaccination, ça sera une des sorties de cette crise-là. C'est ce qui est régulièrement dit. Il faut que tout le monde aille dans le même sens. Voilà. Mais grand merci à vous pour ce premier avis. Difficulté de choisir et appel finalement à la vaccination qui pourrait tout relâcher. Elle avance bien. Pendant votre intervention, je ne vais pas vous cacher que j'ai vu Madame Braun, Nathalie Braun, vous habitez à Arlon, parfois froncer un tout petit peu les sourcils. Manifestement, vous êtes pas tout à fait d'accord avec ce que vous venez d'entendre. Vous pensez quoi, vous êtes d'accord avec les mesures prises par les autorités ou pas du tout d'accord ? Moyennement d'accord, j'ai envie de dire. Voilà. Pour moi, il y a quelques incompréhensions, il y a quelques incohérences. Par exemple, voilà, on nous interdit d'aller au spectacle. Alors, je dis pas comme avant, mais en respectant certes un protocole de sécurité, les distances, les masques, le port des masques. Et d'un autre côté, eh bien, on envoie nos étudiants dans des amphis passer des examens, des amphis qui ne sont pas aérés, où effectivement ils respectent un certain protocole. Mais voilà, et effectivement, quand on entend ce genre de discours, c'est difficile de dire où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'il faut suivre. Et moi, je suis frontalière. Je suis allée au spectacle de l'autre côté de la frontière, au Luxembourg. Vous êtes allé voir quoi ? Un spectacle d'impro. C'était bien ? Parce que C'était super. Vous avez retrouvé le sourire, vous avez pu retourner au spectacle et on ne doute pas que ce sera possible aussi bientôt en Belgique. Allez, encore un petit avis rapidement, jeune homme. D'accord avec ce qui vient d'être dit ? Vous avez un autre avis ? Vous pensez que les autorités se comportent bien ou qu'elles prennent des mesures trop strictes ? Je suis plutôt d'accord avec madame, mais je trouve que au niveau de comparer ce qui se passe dans les amphithéâtres et tout ce qui se passe par rapport à la culture, c'est quand même pas la même chose parce que tout ce qui est les études, c'est quand même beaucoup plus important que le divertissement, enfin, je pense. Vous êtes étudiant ? Oui, je suis étudiant, tout à fait. Vous avez deviné. Mais merci à vous pour ce premier regard sur ce qui se passe actuellement en Belgique. On vous a posé une première question via l'application Opinion. Nos autorités ont raison ou pas de fermer les spectacles et l'événementiel, de les empêcher encore une fois d'avancer. Vous nous dites oui en partie, pour près d'une personne sur deux, non pour plus d'un tiers d'entre vous. Julie Duclos-Lacoste, bonsoir. Vous représentez, Pauline Duclos-Lacoste, pardon, vous représentez le collectif Feed de Culture. En gros, des membres du secteur culturel qui viennent en aide via la distribution de colis alimentaires à d'autres acteurs du secteur culturel en grande difficulté. Vous êtes venu il y a quelques mois sur ce plateau pour parler des difficultés du monde de la culture, de sa précarité. C'était il y a 8 mois. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. On est toujours avec un nombre croissant de travailleurs et travailleuses qui viennent chez nous demander de l'aide. On n'en voit pas le bout, surtout qu'on fait très peu de publicité, donc c'est inquiétant si on en faisait du coup du nombre peut-être de répondants qu'on aurait suite à nos appels. Vous voyez aujourd'hui, et on vient d'avoir les résultats, ils sont plutôt positifs, qu'en Espagne, 5000 personnes masquées ont pu assister à un concert. J'ai beaucoup entendu très souvent sur ce plateau des représentants de la culture dire « on peut le faire ». On est prêt, peut-être pas à 5000, mais en tout cas, on veut le tenter. Vous avez l'impression quoi, que le monde politique n'a rien fait, n'a rien voulu faire ? Je ne dirais pas qu'il n'y a rien voulu faire. La seule chose, en fait, c'est que les protocoles sont prêts depuis des mois. Les lieux, les salles de spectacle, de théâtre ont prévu des protocoles. L'événementiel a prévu des protocoles. Il suffit de les appliquer. Et les spectateurs et spectatrices pourraient en toute sécurité voir des spectacles. Et je pense que la culture n'est pas qu'un divertissement. Je pense que la culture est nécessaire à notre société. Et je pense que c'est tout aussi important pour un étudiant d'aller dans un amphithéâtre que d'aller dans un théâtre, une salle de cinéma ou que d'aller à une exposition. Donc je pense que les choses sont là, les choses sont prêtes et ne demandent qu'à être appliquées. Et donc il y a une véritable frustration qui est en train de naître parce que les opérateurs et opératrices ne comprennent pas pourquoi ce n'est pas mis en place alors que ces protocoles ont été vus par un nombre croissant d'experts et d'expertes qui ont relu ces protocoles, voire même à la ville de Bruxelles, il y a même un virologue qui les lit, donc c'est là, c'est prêt. Vous ne niez pas l'importance de la culture, hein ? On est bien d'accord ? Pas du tout l'importance de la culture, mais je pense que tout le monde se plaint de tous les côtés car tout le monde est lésé et il y a quand même un juste milieu à avoir, mais la culture est tout à fait importante et
Et je pense qu'il faudrait trouver des solutions partout, ce qui est un peu compliqué en ce moment. On va essayer d'en débattre justement, d'en discuter un tout petit peu sur ce plateau, mais je voulais vous rendre la parole pour qu'on ne croit pas que vous êtes un ennemi de la culture, et je pense que c'était absolument pas le sens de votre propos. Voilà, en tout cas, qui est plus clair. Bon, mais voilà, pas mal de choses qui ont déjà été dites, et je vais commencer par vous, David Clarinval, avec cette accusation qui revient régulièrement et de plus en plus souvent. On nous fait pas confiance, on nous écoute pas. Les protocoles étaient prêts depuis des mois. Alors forcément, la culture, elle dit, aujourd'hui, c'est le monde politique qui nous empêche d'avancer, de travailler, de vivre, de gagner de l'argent. Vous dites qu'on a commis une erreur ou qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Écoutez, plusieurs choses à dire. La première, c'est que ne peut pas m'accuser d'être au Codeco celui qui freine la réouverture des secteurs. S'il y en a bien un qui pousse pour réouvrir, c'est moi. Et donc, si malheureusement on n'est pas en mesure d'ouvrir aujourd'hui ces grands spectacles, c'est parce qu'il y a une raison sanitaire. En fait, les virologues nous expliquent clairement que les grands rassemblements de personnes, de plus de 2000, 3000 personnes, sont évidemment beaucoup plus dangereux que des petits rassemblements à l'extérieur. Et donc, il est clair qu'on a travaillé sur les protocoles. Évidemment, j'ai rencontré tous les secteurs et on a vu tous les protocoles possibles. On ne dit pas que ce n'est pas possible aujourd'hui, mais on veut mettre cette réouverture qui est plus risquée sur le plan épidémiologique en parallèle avec la vaccination. Et donc, il y a une décision qui a été prise qui vise à dire on ouvrira des secteurs plus risqués pour la santé des gens quand il y aura une plus grande vaccination, un plus grand taux de vaccination de la population. Mais ça s'est fait en Espagne, par exemple. Alors quoi, les Espagnols ont fait une erreur, ils ont pris un risque ou ils ont fait un test en Espagne, et ça, c'est magnifique. Et donc, qu'est-ce qui est sur la table aujourd'hui pour l'événementiel ? Au mois de mai, ce sont des tests qui seront mis en place. D'ailleurs, il y a un test qui commence le 7 mai à Liège, le premier, je pense. Ensuite, il y a également des activités à l'extérieur de 50 personnes. C'est un premier pas. Ensuite, au mois de juin, 200 personnes indoor, outdoor. Et là, on peut commencer tout doucement à avoir des activités, des petits spectacles. On est bien d'accord que 200 personnes. Mais par exemple, on pourrait aussi imaginer les cinémas réouvrir ce genre de secteur qui, avec 200 personnes. Et puis alors, il y a la discussion sur le mois de juillet et le mois d'août. Aujourd'hui, sur la table, il y a 2500 personnes. Il y a un débat en interne pour savoir si on ne pourrait pas aller au-delà. On aura une décision quand ? En un mot. Écoutez, ça a été déjà évoqué vendredi. Il n'y a pas eu la possibilité d'avoir un accord parce qu'on pense que comme la vaccination va très bien, aujourd'hui on voit que ça va beaucoup plus vite qu'avant, 400 000 personnes par semaine, on peut espérer aller au-delà des 2000 au mois de juillet, je pense. Je voudrais, pour qu'on comprenne bien aussi de quoi on parle, évoquer l'importance et l'impact de la culture sur le budget, par exemple. C'est 5% de notre PIB, la culture. C'est 50 milliards de chiffre d'affaires, c'est pas rien. Et je ne vous parle même pas des emplois. Qu'est-ce qui bloque au gouvernement, Karine Lallieu ? On entend ça va avancer, mais on parle de 200, là où les Espagnols l'ont testé à 5000. J'entends que les protocoles étaient prêts chez nous pour pouvoir le tenter aussi. Et on l'a entendu plusieurs fois. On nous dit, voilà, c'est de nouveau un peu un combat entre des mentalités différentes, nord-sud. La culture veut y voir clair ce soir. Est-ce que la culture est victime de ces débats politiques-là ou est-ce que le problème est ailleurs ? Alors, je n'ai pas envie de viser quelqu'un, d'opposer des secteurs. Je crois que c'est la pire des choses à faire. Ici, on doit essayer de travailler ensemble. Ensemble, d'abord pour la vaccination. On en parlera tout à l'heure parce que c'est ça, évidemment, qui va nous rendre plus rapidement la liberté, c'est une chose. Ensemble, avec le secteur culturel, ils l'ont dit. Il y a des protocoles qui existaient. Aujourd'hui, on sait qu'ils ne sont pas suffisants par rapport à, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais par rapport à l'évacuation de l'air, etc. Et il y a des tests qui se font avec les autorités communales, avec les directions. Et ce que je dis aussi, c'est qu'il faut faire confiance à un secteur, faire confiance à des acteurs, à des artistes, et faire confiance à un public aussi qui se veut d'être responsable parce qu'il a envie de retourner vers la culture et entend le désarroi. Qu'est-ce qu'on attend ? Mais faire n'importe quoi, pas. Mais nous sommes en train de travailler sur les tests. Regardez, le KVS hier a fait un test et va augmenter sa jauge petit à petit, mais sous surveillance d'un épidémiologue et effectivement des autorités communales. Il faut avancer step par step. Mais est-ce qu'on n'a pas été trop lent ? Pierre-Yves Delman, il y a 2 mois, nous a dit on est trop frileux. Mais ce qu'il faudra faire aussi à un moment donné, c'est entendre effectivement le secteur, leur répondre, mais aussi ne pas les abandonner après. Parce que tout le monde ne pourra pas
respecter les protocoles à un moment donné au niveau de l'air. Une petite salle ne pourra pas respecter. Et donc il faudra, peut-être qu'au lieu de payer autant, effectivement, pour qu'un secteur reste endormi, il faudra penser à investir dans le secteur, notamment en termes de matériel, parce qu'il faudra travailler aussi à moyen terme, parce qu'on sait malheureusement que des épidémies risquent de revenir. Je repose ma question parce qu'elle nous a vraiment été beaucoup posée. Est-ce qu'aujourd'hui on peut savoir si au sein du gouvernement il y a des tendances qui bloquent plus cette reprise de la culture, qui ont freiné, qui ont été trop frileuses? C'est ça aussi qu'ils veulent savoir. Vous pensez vraiment que c'est ça qui va résoudre le problème des gens? Je ne pense pas. Je ne sais pas, mais en tout cas ils veulent le savoir. Ce qui va résoudre les problèmes des gens, c'est justement essayer d'avancer ensemble. Les autorités locales sont demandeuses. On a entendu qu'autour de la table du gouvernement, on est demandeur. Et aujourd'hui, c'est avoir confiance en eux et continuer à soutenir. Parce qu'il y a effectivement les institutions qui vont réouvrir, mais il y a beaucoup d'artistes, je m'excuse, qui ne vont pas jouer au KVS, qui ne vont pas jouer au National, et qui sont plutôt dans des petits festivals, qui sont plutôt dans la rue. Et c'est ceux-là qu'on veut soutenir aussi en matière économique, en matière de soutien. On a parlé d'aide alimentaire tout à l'heure, et nous devons être à côté de tous aussi ces artistes qui ne sont pas institutionnalisés. Voilà. Ce soir, on ne saura donc pas s'il y a une tendance qui bloque plus qu'une autre. Voilà, on sent bien que là, c'est difficile d'obtenir la réponse. C'est comme ça. Frédéric Miellot, je vous donne la parole à vous maintenant. Vous travaillez dans l'événementiel et le monde de la nuit aussi. Samedi, vous avez décidé, depuis de nombreuses semaines, de mettre sur place, sur pied, un grand événement, une grande fête avec des DJ, des stands, etc. Ça devait se passer dans un célèbre parc de Liège. On va y venir dans un instant parce que ça va évidemment faire penser à la Boom 2 qui doit avoir lieu samedi à Bruxelles. Avant d'en parler, donc justement, un mot sur le secteur, celui de l'événementiel. On a parfois reçu sur ce plateau, peut-être pas assez. Il est à l'arrêt depuis combien de temps, ce secteur-là? C'est pas compliqué. Donc, le 1er mai prochain, ça fera 414 jours exactement que le secteur de l'événementiel est en mort clinique. Sans reprise, évidemment, comme on a pu en constater. Contrairement à la culture, effectivement, nous, à date, nous n'avons aucune perspective de reprise. C'est ça bien, là est le problème. C'est-à-dire que la culture, effectivement, comme le disait M. Clarinval, il va y avoir des protocoles tests pour des configurations assises. Donc effectivement, les théâtres, les salles de spectacle vont pouvoir reprendre progressivement leur activité. Mais pour tout ce qui est festival, je ne citerai pas de nom, mais des festivals célèbres ou même tout simplement des dancing, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les dancing font partie de la CP 302, comme l'Oreca. Et pourtant, nous, à l'heure actuelle, nous sommes toujours fermés et toujours oubliés. Et quand vous contactez, je ne sais pas moi, des administrations, vous vous heurtez à quoi en particulier? Parce que j'imagine que vous faites des démarches. Alors, écoutez, pour proposer des protocoles, vous aussi. Nous, c'est très simple. Au départ, on avait pris contact avec le cabinet de Bénédicte Linard au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'échange a toujours été très correct. Nous avons toujours été entendus à ce niveau-là. Nous avons remis justement, comme ma collègue à côté de moi, donc des protocoles tests qui ont été justement appuyés par de nombreux médecins, parce qu'il faut bien garder à l'esprit que nous sommes que des saltimbanques. Nous ne sommes pas des professionnels de santé. Donc on ne peut pas prétendre à un moment donné faire leur travail. Donc on s'est forcément à un moment donné, nous, rapprochés de ce type de métier qui était capable de pouvoir justement apporter une expertise, on va dire, au niveau de la médecine. Mais la problématique, c'est qu'à un moment donné, même au niveau du corps médical, entre eux, ils ne sont pas tous d'accord. Donc, il ne faut pas venir à un moment donné nous demander, à nous tous ici qui ne sommes pas médecins, d'avoir un avis tranché sur une question alors qu'on dépend que de leur bon vouloir. Oui, ça c'est effectivement très très clair. C'est bizarre de demander finalement à ces secteurs-là de réfléchir à des conditions sanitaires. C'est un petit peu surprenant, mais on sait que ce pays est parfois plein de surprises. Olivier de Wassège, beaucoup d'entreprises font finalement le même constat que ce qu'on vient d'entendre. Vous aussi, vous avez l'impression qu'on laisse un peu parfois tomber le monde des entreprises? Alors je crois qu'il faut nuancer. Il y a des entreprises aujourd'hui qui en grand nombre sont soutenues. Néanmoins, parfois, elles ont l'impression qu'elles ne le sont pas assez. Parce qu'elles se comparent d'un secteur à l'autre. Certains secteurs ont plus de risques sanitaires que d'autres et on se compare aussi à l'étranger. Et à ce moment-là, elles se désolent en se disant, mais tiens, au fond, à l'étranger, si j'étais en France, je recevrais beaucoup plus. Si on prend le cas des entreprises wallonnes, ils vont dire, mais regardez, en Flandre, il y a beaucoup plus de moyens, etc. Par contre, c'est vrai qu'il y en a pour lesquels, aujourd'hui, il y a certainement un manque d'action, parfois involontaire. On l'a encore vécu la semaine dernière avec des mesures wallonnes pour les fournisseurs de l'Oreca, où on ne s'est pas rendu compte que ceux qui ne fournissaient pas directement l'Oreca, mais qui fournissaient l'Oreca via des grossistes, n'allaient pas être éligibles. Et on travaille actuellement à ce sujet-là. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a cette impression qu'on n'en reçoit pas assez, mais globalement, on peut quand même dire que le gouvernement ou les gouvernements sont quand même relativement intervenus. Maintenant,
pour tout le monde, il y a toujours cette impression qu'on pourrait avoir plus. C'est évident. Je pense aussi que ce qui est important, c'est le manque de vision qu'elles ont, le manque de perspective. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Ce besoin, et je pense que c'est la même chose pour tous les citoyens, comme pour les entreprises. Sans vision, le peuple meurt. C'est pas moi qui dis ça. C'est Franklin Roosevelt, le 4 mars 1933, lors de son discours d'investiture. Vous n'y étiez pas? Je n'y étais pas, je ne suis pas encore assez âgé, j'étais pas, voilà. Mais quelque part, ce qu'il est en train de dire là, on était en plein milieu de la plus grande crise économique et sociale que les États-Unis ont vécue dans leur histoire moderne. Et c'est cette notion de perspective que les gens attendent. Je pense que si aujourd'hui, et les entreprises et les citoyens avaient plus de perspectives sur un calendrier, sur les protocoles, sur la façon dont ça va se passer, je pense que ça irait mieux dans cet aspect moral, mental, où on ne sait pas vers où on va. Finalement, tout ça se rejoint. Depuis le début, en tout cas de ce qu'on entend, Céline Huvenoy, on a manqué de créativité, on a manqué de confiance en Belgique. Alors, sur la créativité, je pense que quand on gère l'urgence, et donc les 6 premiers mois de la crise, c'était quand même difficile de faire autre chose que de gérer l'urgence, et ça a été fait, et il me semble qu'on peut quand même se dire que ça n'a pas été trop mal fait. Mais c'est sûr que dans un moment de l'histoire comme celui-là, Karine Lallieu l'a expliqué, il y aura peut-être d'autres virus. Donc la question, c'est aussi de se dire, eh bien, comment est-ce qu'on travaille aussi à plus large échelle? Qu'est-ce que ce virus vient nous dire? Il vient nous dire qu'on est peut-être dans une limite de l'exploitation de la planète, et peut-être que la population attend aussi, on parle de vision, de sentir de la part des gouvernements. On a été dans une gestion très top-down, c'est évident. Peut-être de sentir qu'il y a une vision qui dépasse, je dis toujours, qui dépasse le terrain de foot, quoi. Là, on est en train de gérer un secteur, un autre secteur, et c'est essentiel, c'est indispensable, et ça prend toute l'énergie aujourd'hui. Ça prend énormément d'énergie. On voit bien que tout le monde est vraiment mis à contribution, tout le monde est épuisé, mais il faudrait probablement aujourd'hui pouvoir offrir une vision peut-être un peu plus macro, en fait, en disant, mais voilà les enseignements qu'on en tire, et la question aujourd'hui, c'est peut-être pas quand est-ce qu'on va revivre, mais comment est-ce qu'on va revivre. Et là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de créativité dans la population. Et là, peut-être que ce trait d'union entre le gouvernement et cette gestion top-down qui était nécessaire à un moment donné, et la population, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment la développer, il faut la mettre en place. Et ça prend aussi de l'énergie et du temps, donc je conçois que ce n'est pas évident, mais on ne peut pas continuer à gérer comme on gère d'habitude. Ça, c'est vraiment ma perception. Et donc, je comprends qu'aujourd'hui, il y ait des manifestations parce qu'on n'a probablement pas réussi à suffisamment tisser le lien avec la population et avec sa manière de voir les choses. On va venir tout à l'heure justement sur ces manifestations qui interpellent ou qui inquiètent, évidemment, c'est selon. Mais je voudrais revenir vers vous, Pauline Duclos-Lacoste. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, sur base de ce que vous venez d'entendre déjà pour la première partie de ce débat, est-ce que vous avez l'impression d'être finalement bien comprise dans vos attentes? Est-ce que vous avez l'impression que le monde de la culture, finalement, il est suffisamment connu dans ses modes de fonctionnement? Non, je ne crois pas. Je voudrais rebondir à ce que vient de dire Céline. Je pense que c'est pas aux citoyens d'être créatifs. Il y a un moment donné, on a atteint un seuil en fait où ce n'est plus à nous, citoyens ou citoyennes, de répondre, mais bien aux pouvoirs politiques qui ont des possibilités de pouvoir agir concrètement. Nous arrivons en bout de chaîne. Je voudrais dire également que on arrive également à un seuil d'acceptation des choses et on se dirige vers de graves difficultés, vers une forme de violence, malheureusement, et vers une désobéissance de plus en plus importante des citoyens et des citoyennes qui n'adhèrent plus au discours. C'est pas forcément très positif comme lendemain, mais on se dirige vers ça parce que je pense que quand on n'adhère plus effectivement, c'est ce qu'a dit monsieur, à ce discours et à ce qui est dit par les politiques, on se dirige vers la désobéissance, vers le fait que les lieux culturels vont s'ouvrir sans autorisation. Parce qu'il faut des perspectives pour tout ça. Vous en avez, vous, pour le secteur de la culture? En un mot, vous espérez une reprise quand, alors? Parce qu'on ne parle jamais de ça pour vous. La culture a une possibilité de reprendre prochainement, notamment avec les nouveaux protocoles, mais l'événementiel, c'est-à-dire tout ce qui est festival à grande échelle, tout ce qui est discothèque, à l'heure actuelle, n'a aucune perspective, je dirais même pour 2021. Il faut être clair, il faut être honnête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on sait très bien que 2021, pour nous, c'est terminé.
on en a déjà conscience. La problématique, c'est que derrière, vous savez très bien que sur les établissements de nuit, les coûts sont énormes. Je sais qu'on a quand même eu beaucoup d'échanges avec M. Borsu qui nous aide justement dans ce sens pour essayer d'obtenir des aides complémentaires, mais c'est très compliqué. François Pearl, je voudrais discuter un tout petit peu avec vous maintenant parce que vous êtes donc directeur chez Solidaris. De plus en plus de Belges n'en peuvent plus. Je crois que vous en faites le constat assez fréquemment. Qu'est-ce qui ressort aujourd'hui des observations que l'on fait sur cet état moral des Belges? On vient d'entendre parler de la difficulté d'encore accepter des mesures, d'encore croire à ces mesures, de ne pas creuser encore un peu plus le fossé. Le baromètre aujourd'hui, vous le placez où? On le place à l'intersection de plusieurs problèmes parce qu'on a à la fois une détresse économique, une détresse sociale et une détresse sanitaire. Et un cumul vraiment de cette détresse sociale avec une détresse au niveau de la santé mentale. C'est-à-dire qu'on vient de réaliser un sondage auprès de nos affiliés et on constate vraiment à partir de ce sondage que les problèmes de santé mentale sont quasiment indissociables des problèmes de précarité. Et ça, c'est le vrai problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution simple en disant il suffit de réouvrir pour que la santé mentale aille mieux. Il ne faut pas non plus complètement psychologiser le problème. Il le faut, en pensant qu'en renforçant l'offre de santé mentale, tout va s'arranger. En fait, il faut trouver des solutions finalement beaucoup plus globales et aussi effectivement sortir de l'urgence sociale. C'est-à-dire qu'on a eu une phase d'urgence sociale avec le chômage temporaire, avec tout ce que les CPS ont fait. Mais il faut savoir que le système social est vraiment en lambeaux. On a un système de sécurité sociale qui est à bout de souffle. Et là aussi, il y aura tout un travail de reconstruction parce que même quand on va réouvrir, il va y avoir une persistance et détresse sociale. Et là, il y a toute une série de choses auxquelles il faut pouvoir répondre, et notamment en termes d'accessibilité et d'accessibilité des jeunes, parce qu'on craint vraiment que la crise se prolonge en particulier pour les jeunes. Nous allons prendre la direction de Berchem-Saint-Agathe, retrouver un de nos téléspectateurs qui intervient depuis chez lui. Mais on va donner la parole à monsieur Nziaï. J'espère que je prononce bien. Et pardon si ce n'est pas le cas, vraiment, 1000 excuses. Mais ça a l'air d'être correct, c'est déjà ça. Je voudrais vous entendre sur cette question, celle qu'on vient de poser. Votre état aujourd'hui, vous êtes victime économiquement de cette crise, vous êtes victime plus psychologiquement. Vous allez comment finalement ? Moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir un travail, j'ai la chance d'avoir des amis. Pour moi, je supporte cette crise. Mais je me pose la question pour les gens qui ne travaillent pas, qui restent à la maison. Et aussi, je suis tout à fait d'accord avec les gens avec la désobéissance civile. Parce que ce qui légitime la désobéissance civile, c'est l'existence d'un intérêt. Et l'intérêt, c'est qu'il existe 250 000 travailleurs et travailleuses de la culture qui sont en souffrance. Et ces gens-là, je pense que c'est mieux, il faudrait que l'État entende leurs demandes. On va entendre justement parler de ce qui va se passer ce week-end, mais donnons la parole à Samuel Charles. Là, on prend la route de Gosselies. On aura beaucoup voyagé ce soir grâce à nos téléspectateurs. Vous, comment ça se passe? C'est encore gérable ou vous arrivez vraiment à la limite, monsieur Charles? On arrive vraiment à la limite parce que moi, je trouve que les gens, on parle beaucoup des secteurs, mais il y a des secteurs qu'on oublie réellement parce que les brocantes, on n'en parle jamais. Et en plus, c'est que je voudrais savoir quand est-ce qu'elles peuvent réouvrir. Il n'y a pas de perspective encore sur ce genre de rassemblement. Ça fait partie des activités extérieures. David Clarinval a une réponse là-dessus. Mais puisque vous posez une question très concrète, je vois que David Clarinval veut réagir. Oui. Donc, voilà, je vais au moins une bonne nouvelle aujourd'hui. Donc les brocantes professionnelles ça a été décidé lors de la précédente réunion. Elles ouvriront le 8 mai, à condition que vous soyez des professionnels et que vous fassiez ça de manière régulière, comme par exemple au Sablon ou au jeu de balle à Bruxelles. Ça, c'est typiquement les brocantes. Alors, les brocantes artisanales qui se tiennent une fois par an ou 2 fois par an, là, ce sera dans le paquet du mois de juin. Donc, au moins, là, vous avez une réponse claire. Très concrète. Et vous avez fort bien fait de poser la question, monsieur Charles. Comment vivez-vous, vous, cette crise? Comment allez-vous vous en remettre? Est-ce que ça risque d'être long? On vous a posé la question dans la rue. QR dans la rue, c'était à Mons aujourd'hui. De manière générale, honnêtement, moi, le Covid-19, il était bénéfique. Le magasin reste rentable. La bourse, elle suffit plus, quoi. Donc, et même retrouver un job étudiant à côté, c'est compliqué. Avant, j'étais organisatrice d'événements à Bruxelles. Donc, je suis devenue professeure d'anglais à la place et en même temps éducatrice et institutrice maternelle. J'ai perdu mon job étudiant. On fait attention un peu à ce qu'on achète, quoi. Surtout nous, en tant qu'étudiants, en fait. On ne peut pas tout se permettre non plus. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est plutôt intéressant pour moi. J'ai fait certaines économies. C'était intéressant.
Pensez-vous que vous allez vous remettre économiquement ou psychologiquement de cette crise? On vous a posé la question via l'application Opinio. Alors, près d'une personne sur deux répond oui, mais ce sera long. Un peu moins répondent oui rapidement, mais il faut quand même tenir compte aussi de près de 10% de gens qui vont dire qu'ils ne s'en remettront pas, et ça c'est important. On leur dit quoi? Rapide réponse pour clôturer ce chapitre-là. Karine Lallieu et puis David Clarinval. Mais je voudrais réagir, effectivement, il y a la crise sanitaire, il y a la crise économique, les entreprises vont reprendre, mais il y a une crise sociale. Et il y aura une crise sociale pour de nombreuses personnes qui étaient invisibles avant la crise. Les inégalités existaient déjà avant la crise. Elles ont été mises en évidence, mais elles ont été renforcées. On a vu des nouvelles victimes de la crise arriver, que ce soit des indépendants, l'ORECA, des étudiants. Il faut savoir que l'augmentation des revenus d'intégration aujourd'hui, l'augmentation significative, c'est les 18-25 ans. Dès 18-25 ans, ça veut dire que c'est notre jeunesse, et il faudra se concentrer sur ces jeunes qui aujourd'hui soit ont demandé le revenu d'intégration ou des aides complémentaires parce qu'ils ont perdu leur job étudiant, et on est là, et je veux le répéter, si on a des aides au CPS, c'est pour que les gens rebondissent après. C'est pas comme projet de vie le CPS, c'est parce que si on leur donne des aides maintenant, c'est pour qu'ils ne soient pas surendettés, qu'ils puissent suivre leurs études, qu'ils puissent à un moment donné suivre une formation pour rebondir quand la crise sera finie. Mais il faudra continuer à aider et pas oublier le social, pas oublier les inégalités. Et je travaille déjà en dehors des aides temporaires, en dehors des aides conjoncturelles, à un soutien structurel. L'objectif, c'est de sortir des inégalités, sortir de la pauvreté. Et là, il y a encore énormément de boulot. Et franchement, je fais un appel aussi au monde économique. Je fais un appel à l'ensemble des partenaires du gouvernement. Ce n'est pas parce que l'économie va reprendre que les inégalités vont disparaître et que la souffrance sociale va disparaître. Et là, il faudra être très attentif. On l'a vu, on a entendu ici, les choses sont liées entre elles. C'est pour ça que je voudrais quand même dire que le gouvernement agit à 3 niveaux. Premièrement, les aides économiques, on en a parlé. La stratégie, c'est on maintient les aides actuelles pour tous les secteurs fermés, et s'ils sont fermés longtemps, les aides tiendront longtemps, et on apporte un plan de réouverture avec des aides ciblées par secteur. Ça, c'est l'ORECA. Donc ça, soyez attentifs au fait qu'on n'oublie pas ça. Et donc, ça va continuer. 2, sur le plan de l'épidémie, et je voudrais donner un peu d'espoir à monsieur, nous avons quand même la perspective de réouvrir tous les secteurs cette année, parce que la vaccination va permettre notamment de réouvrir aussi les boîtes de nuit. Je ne dis pas qu'on va le faire au mois de juillet. Mais par contre, en automne, grâce au Covid-Safe, l'idée c'est d'avoir un principe où on a de l'aération qui est prévue, des protocoles qui permettent de ne plus, si on a une 4e vague, par exemple, avec un variant indien, que sais-je, eh bien qu'on ne ferme plus, comme on l'a dit tout à l'heure, Mme Nivenas, on ne va plus faire fermer unilatéralement tout, on fera des mesures ciblées. Donc ça, c'est une stratégie pour ne plus devoir prendre des mesures aussi dures. Et dernier élément, en effet, les aspects sociaux, mais psychologiques aussi sont importants, et c'est pour ça notamment qu'on a mis en place un plan pour l'aide psychologique des indépendants qui sont en souffrance, parce qu'on constate en effet que même si les indépendants sont solides et forts, malgré tout, ils souffrent aussi. Certains prédisent un tsunami de faillite. Est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'on est un petit peu plus optimiste quand même? Alors, il y a de nouveau à boire et à manger. Il y a d'une part la prévision d'un tsunami de faillite, parce que le moratoire qui a été arrêté est quand même encore artificiellement prolongé tant qu'on n'a pas la réforme de la procédure de réorganisation judiciaire. Donc, c'est vrai qu'il y a encore ce risque-là. On voit aujourd'hui que nos entreprises, quelque part, elles sont encore, pour 22% en Wallonie, qui étaient en bonne santé avant, elles sont vraiment en difficulté maintenant. Et donc, il faut continuer à les soutenir, parce que rien que ces entreprises représentent 89 000 emplois pour ces 22% d'entreprises. On a encore aujourd'hui en Wallonie 90 000 personnes qui sont en chômage force majeure, c'est énorme. Et donc, si demain, on n'a plus ce chômage, elles se retrouvent en entreprise qui n'ont peut-être pas le carnet de commandes ou les liquidités pour les payer. Maintenant, il y a une petite embellie qu'on commence à voir poindre. On a fait notre point conjoncturel, on a sorti notre point conjoncturel ce matin et qui montre quand même un peu plus d'optimisme de la moyenne des entreprises. Évidemment, les secteurs qui sont complètement touchés vont dire mais comment c'est possible? Mais la moyenne montre un certain optimisme, notamment du côté de l'emploi qui devrait être probablement moins impacté que prévu. Céline Nimeneuil, cette reprise-là, on peut l'envisager avec optimisme, sincèrement. Par exemple, les services sociaux en Belgique sont prêts à gérer tout ce qu'on vient d'annoncer ici et qui s'annonce quand même très très difficile à gérer. Mais donc, les services sociaux et les CPS travaillent coude à coude pour faire l'impossible aujourd'hui et ça ne va pas pouvoir durer parce qu'on sait évidemment que quand tout va reprendre, il va y avoir
toute une série de personnes qui vont perdre leur emploi et les chômages temporaires qui vont s'arrêter, etc. Donc il y a vraiment, pour moi, autant chaque ministre doit prendre garde dans toutes les mesures qu'il prend de son budget, eh ben, tous les ministres doivent prendre garde de la question des inégalités. On ne peut pas, en tant que ministre de l'intégration sociale ou tous les ministres du social en Belgique, être seul à se préoccuper des inégalités et de la précarité. Ça doit être transversal pour toutes les matières, à tous les niveaux. On le voit bien, les CPS ont reçu des moyens supplémentaires. Ils se battent bec et ongle pour trouver les personnes là où elles sont. On peut encore faire mieux, évidemment, et on essaye de faire mieux tous sur le terrain, mais ça doit être transversal et aussi dans la population. Je veux dire, la Banque nationale le dit, il y a énormément de personnes qui n'ont pas perdu de revenus, voire l'épargne a augmenté. Dans les entreprises et même dans la culture, il y a quand même dans la culture, il y a une inégalité énorme entre des services culturels ou des théâtres qui n'ont pas perdu l'argent, voire qui n'en ont pas dépensé. Il va falloir des solidarités partout, au sein de la culture aussi, pour pouvoir aider les petits centres culturels, etc. Donc à tous les niveaux, ça ne peut pas être que l'apanage des services sociaux et des CPS. Sur la culture, il y a quand même un point très important. Il reste 30 secondes pour clôturer ce chapitre, mais c'est important parce qu'on dit la culture va reprendre, la culture va reprendre. Moi, j'entends beaucoup d'acteurs de la culture me dire oui, on va reprendre, mais nos problèmes ne sont pas réglés. Au moment de la reprise, d'autres problèmes vont arriver. Lesquels, très concrètement, et pour conclure ce chapitre? Très concrètement, il risque d'avoir un embouteillage en fait de projets. C'est-à-dire que vu qu'un grand nombre de projets ont été reportés, certains en septembre pour les plus optimistes, mais certainement pour l'année prochaine, et à un moment donné, si vous voulez, c'est comme un nombre de places de parking. Vous avez un nombre de places limité pour pouvoir mettre des créneaux pour vos spectacles ou vos projets. Et donc, on risque de dire à certains porteuses ou porteurs de projets, tu peux revenir, mais dans 2 ans ou dans 3 ans, en fait. Et donc, on risque d'avoir un très gros problème, notamment pour les nouveaux projets ou également pour les jeunes qui proposent des projets nouveaux, donc des projets en exposition, en audiovisuel, en sortie de disques et autres, tout genre de projets, en fait. On n'avait pas nécessairement connaissance de cette réalité-là, mais c'était bien d'en parler, même si ce n'est pas ici, évidemment, qu'on va régler le problème. Alors, on va parler de ce qui s'annonce ce week-end et qui vous inquiète évidemment fortement. C'est l'actualité la plus brûlante. Ce week-end, on annonce donc un grand rassemblement à Bruxelles, plusieurs milliers de personnes. Et sur les réseaux sociaux, il y a aussi un appel à un rassemblement à Liège. Est-ce que tout cela vous inquiète? On vous a posé la question, les rassemblements du 1er mai. Regardez. C'est beaucoup trop, non. Surtout que moi j'étais tombé malade à cette période-là et quand je voyais tout le monde faire la fête, je trouvais ça quand même inconscient. Je comprends qu'on ne peut pas laisser faire non plus, logiquement. Hein. J'ai mes enfants à tout moment qui en ont déjà marre de confinement, des restrictions. Les pauvres, ça fait tellement longtemps qu'ils espèrent aussi un peu de liberté. Il faut être patient. Moi aussi, j'aimerais bien aller retourner boire un verre dans les cabarets. J'attends. Je préfère quelque chose qui soit organisé de manière stricte avec des règles plutôt quelque chose... allez, on y va et on advienne que pourra, comme on dit. Frédéric Miellot, je reviens vers vous, puisque vous avez accepté de venir sur ce plateau. Vous êtes un des organisateurs, je précise qu'il y avait plusieurs professionnels de l'événementiel et de la nuit qui avaient décidé d'organiser une grande fête ce samedi à Liège, à l'image de la Boom 2, évidemment. Est-ce que vous maintenez cet événement ou pas? Alors, à l'image de la Boom 2, non. Parce qu'on part du principe, si vous voulez, à notre niveau, que nous sommes tous des professionnels de l'événementiel, nous avons tous pignon sur rue et nous maîtrisons tous notre métier et ainsi que les protocoles sanitaires qui ont été demandés. La Boom 2, ils ont leur vision des choses, je la respecte. Nous, on partait du principe qu'on voulait faire les choses en bonne et due forme. C'est-à-dire qu'avant même de déclarer cette manifestation, j'ai envoyé plusieurs mails au mois de mars à M. de Meyer, bourgmestre de Liège, également à l'Échevin à la Culture. N'ayant pas eu de nouvelles, je l'ai relancé 3 semaines plus tard. Pas de nouvelles. On a commencé, si vous voulez, à se structurer et à demander l'organisation d'une manifestation en bonne et due forme. Nous avons commandé 3000 masques. Nous avons commandé 100 litres de gel hydroalcoolique. Nous avons pris contact avec la Croix-Rouge de Belgique à nos frais. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires. Et à l'heure où je vous parle, à date d'aujourd'hui, nous n'avons toujours aucun retour de la commune. C'est clair, c'est net et c'est sans aucune ambiguïté. Les forces de l'ordre ? Les forces de l'ordre, oui, bien sûr. Donc moi, j'ai pris moi-même la décision de prendre contact avec les forces de l'ordre. Les échanges ont été cordiaux pendant de nombreuses semaines. Et il est clair que plus ça va, plus on nous fait comprendre qu'il ne faut surtout pas l'organiser, que nous risquons des sanctions qui sont relativement importantes, que nous risquons justement également même de la saisie de matériel. Et une fois de plus, nous avons pignon sur rue à notre niveau. On n'est pas des anarchistes, nous ne sommes pas des opportunistes, nous avons voulu faire les choses en bonne et due forme. Avec des protocoles qui n'existeront sans doute pas à Bruxelles, on a bien compris la différence, voilà. Même si vous ne jugez pas. Décision donc. Nous décidons justement à date d'aujourd'hui par
négligence communale, nous allons dire ça comme ça, ou administrative, ou peut-être même manque de conviction ou de positionnement, d'annuler en fait cet événement. Parce que nous avons tout simplement été abandonnés. D'une part par la classe politique, pourtant avec laquelle nous collaborons, c'est ça qui est quand même le comble, et également de la commune qui n'a jamais voulu chercher à nous contacter malgré ce qui a pu être dit, qui n'a jamais cherché à prendre contact avec nous malgré que nous sommes des professionnels de l'événementiel. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on préfère prendre cette décision plutôt que d'aller justement risquer de très lourdes sanctions par la suite. On a entendu les organisateurs de la Boom 2, même si on répète encore une fois qu'il y a des protocoles sans doute très différents entre les vôtres et les leurs, mais en tout cas dire aussi la même chose. On nous dit qu'on nous a contactés, mais ils disent qu'il y a vraiment une absence de dialogue. Un message Facebook, j'imagine qu'il concerne ce qu'on s'apprête à vivre le 1er mai. Puis on va demander à quelques jeunes qui sont ici dans le public ce qu'ils en pensent. J'ai 54 balais et je serai au bois samedi, nous dit Pierre. Martine, nous avons tous besoin de liberté, les aînés autant que les jeunes. Nous avons déjà fait une grande partie du chemin, ne gâchons pas tout par égoïsme. Troisième message, celui de Sylvie, tous dehors, le virus ne partira pas, il faut vivre avec, en extérieur pas de contamination, alors foutez la paix et laissez respirer les gens. On a de tout, très clairement, sur ces rassemblements du 1er mai. On aura de tous les âges, c'est certain, mais on a quelques jeunes ici sur ce plateau, on va en profiter. Vous serez au Bois de la Cambre le 1er mai ou pas? N'hésitez pas à prendre le micro, ce sera plus facile. Alors moi j'y serai rien que pour vivre en fait, puisque c'est un événement quand même qui est unique. Et donc, rien que pour ma curiosité personnelle, pour la science, je dirais, j'y serais. Vous ne craignez pas les débordements? Vous avez vu les images du 1er avril? C'était quand même assez spectaculaire. J'ai été aussi au 1er avril, j'ai été là. Après, les débordements, il ne faut pas oublier, les débordements, il y en a de partout. Et je pense qu'il ne faut pas non plus mélanger les gens qui, justement, ont débordé avec la plupart des gens qui étaient présents. Et je pense juste que le message, en tout cas, des gens qui vont au Bois de la Cambre, c'est « on en a marre ». Et je trouve ça légitime que les gens qu'ils en aient marre. Et je trouve que la façon dont la situation a été gérée, la violence qui a été là-bas, était totalement démesurée par rapport à une réaction qui est normale, qui est humaine, c'est d'en avoir marre. Même question à vous. Bois de la Cambre, ce rassemblement, vous en pensez quoi? Oui, je trouve aussi qu'évidemment, il y a plein de jeunes qui, comme on l'a entendu plus tôt, n'ont plus leur job ou quoi, et qui veulent montrer qu'ils sont là et qu'ils tiennent, parce que voilà, ils ont besoin de le montrer. Et évidemment, il y a la plupart des gens qui sont là pour dire « Ok, on est là et on respecte dans une certaine mesure tout ce qui a été mis en place jusque-là ». Et puis, il y a des débordements qui arrivent assez inévitablement, malheureusement. Et donc, oui, je crois qu'il faut être là, mais qu'il faut être là avec la conscience de tout ce qui s'est passé avant, et donc afin d'éviter des débordements nuisibles. Vous parlez des débordements, mais il y a aussi la situation sanitaire, évidemment. Oui, tout à fait, oui. Vous allez au Bois de la Cambre samedi? Oui. Avec masque, avec gel, avec tout ce qu'il faut, distance sociale? Avec masque, oui. Avec gel, non. En respectant certaines mesures et en évitant de me joindre à des débordements dans tous les cas. Ok, très très bien. Mais grand merci à vous de nous avoir fait part de ce point de vue. David Clarinval, quand on représente une autorité fédérale, le gouvernement fédéral en l'occurrence, vous condamnez cet événement qui va se maintenir à Bruxelles, où vous vous dites non, il faut faire preuve de compréhension et advienne que pourra. Je comprends que tout le monde en ait marre. Vous savez, moi-même, c'est pas le meilleur moment de ma carrière. Donc tout le monde en a marre de cette situation. Et en plus, quand c'est interdit pour les jeunes, c'est plus attirant. On a toujours envie d'aller, de prendre quelque chose parce que c'est interdit. Donc il y a une forme de défi. On comprend, ça c'est pas nouveau. C'est depuis la nuit des temps que les jeunes sont attirés par ce qui est interdit. Mais maintenant, il faut aussi être un peu raisonnable et se rendre compte que on est à quelques encablures de la fin de cette épidémie. En tout cas, pour la troisième vague, on voit très bien que grâce au vaccin, on va sortir de cela. Et ce serait quand même malheureux qu'à cause du comportement de certains qui, parce qu'ils sont dans une impatience terrible, et donc engendrent un rassemblement très grand avec des contacts sociaux, avec des contaminations importantes, on pénalise enfin tous les autres secteurs qui ont été terriblement impactés. Donc malheureusement, ces contaminations
contaminations vont avoir un impact sur l'épidémie et pourraient donc retarder l'ouverture de certains métiers. Et donc, le fait de faire cette fête empêchera monsieur de pouvoir ouvrir sa boîte de nuit. Donc, c'est un peu dommage. Et donc, moi, je trouve... Il n'y a pas de preuve, cela dit, que le débordement du 1er avril ont joué un rôle sur les contaminations. Rien ne prouve l'inverse non plus. Hein, si, le fait de se rassembler en grand nombre sans masque et de chanter, on a vu les images, je les ai vues, je suis désolé, mais il y a des contacts très rapprochés. Oui. Donc, on voit très bien qu'il y a des potentielles contaminations. Je ne suis pas virologue. Potentiel. Mais oui, mais vous regardez les images, vous voyez très bien qu'ils sont quand même sans masque. Oui, c'est parce que les organisateurs se défendent en disant prouvez-nous que le 1er avril, on a fait mal au Oui, mais enfin, voilà. En tout cas, moi je dis c'est malheureux. En tout cas, je trouve qu'il faut réfléchir et on ne rend pas service à tous les indépendants, à tous les travailleurs qui sont dans une situation de détresse terrible en se comportant comme ça. Et il vaudrait mieux attendre encore un peu que tout le monde soit vacciné pour avoir finalement la possibilité de se réjouir tous ensemble de la fin de cette épidémie. Que pensez-vous de ces rassemblements, et on a mis des guillemets, sauvages qui s'annoncent le 1er mai? Je ne les soutiens pas à 75,64%. Je les soutiens, mais je ne m'y rendrai pas à 18,75%. Je les soutiens et je m'y rendrai à 5,62%. Olivier de Wassège, j'oublie l'étiquette de CIO de la Fédération Wallonne des entreprises. En tant que citoyen, vous qui connaissez bien des régions où on fait un peu la fête, ça vous inquiète? Oui, c'est inquiétant, bien sûr. Quelque part, on comprend, je pense qu'on en a tous marre, comme David Clarinval l'a dit, mais on est inquiet. On est inquiet parce que quelque part, on est au bout et on voit qu'il y a un impact qui peut être très important sur les entreprises. Les entreprises en ont marre aussi, et ils en ont marre des charges administratives, ils en ont marre des mesures incompréhensibles, etc. Donc, mais il faut attendre, il faut être patient et essayer, si on sort un peu des limites, de ne pas trop le faire, en n'étant pas trop près, en ne débordant pas quelque part. Mais on a cette crainte du débordement, oui, c'est évident. On va aller... Et à titre personnel aussi, quand je vois ça, c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Je pense qu'il faut être compréhensif, mais en attirant l'attention sur la limite à ne pas dépasser. Karine Lallieu, Céline Lyonnais, je vais venir vers vous dans un instant, parce que c'est important ce qui se passe aussi au niveau social. Et on vient d'entendre évidemment la justification de celles et ceux qui ont envie de prendre aussi l'air. On n'est pas là pour juger, et pour comprendre simplement. Mais d'abord un petit coup d'œil, parce qu'on me dit que Madame Braun, Nathalie Braun, qui est donc du côté d'Arlon, je pense. Madame Braun, vous n'êtes pas nécessairement d'accord, si j'ai bien compris, avec ces rassemblements. En tout cas, vous ne serez pas au bois de la Cambre. Alors, c'est pas que je ne suis pas d'accord avec ces rassemblements, c'est la manière dont c'est fait. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec nos jeunes qui veulent faire entendre leur voix, mais alors pourquoi, au lieu peut-être d'aller dans la répression et la stigmatisation, parce que finalement, parmi ces jeunes qui sont là et les débordements, quel est le pourcentage, j'en sais rien, j'y étais pas, mais les accompagner, les cadrer, proposer un protocole encadré avec les autorités locales, je sais pas, je suis pas dans le métier, mais voilà, moi je suis maman d'une jeune fille de 20 ans qui ne sera pas ni à Liège ni à Bruxelles parce que voilà, d'abord ma fille n'est pas très sorteuse, mais voilà, moi, quand j'ai entendu la première fête qu'il y a eu à la Beauvry, j'étais la veille à Liège chez ma fille. Je dis, zut, si j'étais restée un jour de plus, j'y serais allée. Seulement, quand j'ai vu les vidéos, ben non. Il y a évidemment des images qui restent très, très impressionnantes. Par rapport à ce qui est en train de se passer, François Peurle, certains n'hésitent pas à parler de véritable révolution. Est-ce qu'il fallait s'y attendre? Est-ce que c'était latent dans la société? Ou est-ce que ça date juste de la crise sanitaire, ou est-ce que ça remonte à bien plus loin? Il faut rester mesuré, je pense, dans les termes. Mais donc, effectivement, il y a parler de révolution, c'est peut-être un peu abusif. Et puis, il se passera peut-être rien samedi, mais passera peut-être quelque chose, on ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'en fait, ça révèle des choses qui existaient, qui étaient latentes dans la société avant. On sonde, à Solidaris depuis maintenant une dizaine d'années la société régulièrement, par des sondages plus larges que ceux qu'on fait auprès de nos affiliés. Et on se rend compte d'une désaffiliation de plus en plus importante, d'une perte de confiance dans les protections de l'État, d'une perte de confiance en général dans ce que les pouvoirs publics peuvent produire. Alors, ce n'est pas une majorité, c'est une minorité, mais c'est un peu... on arrive un peu à un moment où il y a une espèce d'accélérateur de particules, en fait, qui rassemble finalement un peu toutes ces colères, qui les réveille. Et c'est pas impossible de penser à une espèce de gilet jaunisation de la révolte, ou en tout cas pas de la révolte, mais en tout cas des mouvements. Oui, c'est possible qu'à un moment donné, une congruence d'une certaine
forme de colère, colère rentrée, colère souterraine et une explosion. C'est possible. De là à dire que ça va se passer, je n'ai pas de boule de cristal et donc je resterai très prudent aussi sur la possibilité que ça se passe. Mais on sait que les grandes épidémies ont très souvent mené à ce type de mouvements sociaux et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce risque. C'est intéressant ce point-là, on n'a pas nécessairement eu l'occasion de l'évoquer, mais c'est vrai que la crise des Gilets jaunes, c'était il n'y a pas longtemps, il n'y a pas vraiment eu de grande réponse, ce mouvement s'est éteint, puis la crise sanitaire est arrivée très très vite. On ne va pas évidemment faire une étude sociologique appuyée, mais ce point-là était très très important. Aujourd'hui, on dit que les autorités n'arrivent plus à répondre justement à cette colère et que finalement on est même parfois dépassé par les réseaux sociaux. Vous vous sentez, vous, aujourd'hui, un peu dépassé par ce qui se passe ou pas ? Je voulais d'abord relativiser parce qu'on parle des jeunes. D'abord, des jeunes, ils ne sont pas tous les mêmes. Et il faut d'abord souligner que la toute grande majorité des jeunes ont respecté, ont fait des efforts, ont participé à l'effort collectif, à la solidarité. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a limité les dégâts aujourd'hui et qu'on peut réouvrir des secteurs et que demain, j'espère qu'on pourra réouvrir les auditoires et aller à l'école à 100% parce qu'on a sauvé aussi le système d'enseignement, c'était fondamental. Donc, essayons quand même de ne pas stigmatiser la jeunesse aujourd'hui. C'est pour les constats, les objectifs ont bien compris. C'est pas pour ça que je partage la désobéissance civile et la violence physique que j'ai vue à la boum. Et évidemment, je n'y serai pas. Et il vaudrait mieux ne pas y aller et que vous soyez avec vos copains, avec vos amis, à 10, par petits groupes de 10, à prendre l'apéro et pas aller là. Voilà. Et je pense que ce sera beaucoup plus sympathique si vous faites ça le premier. Convaincu ou pas ? Prenez votre micro. Oui, je trouve que c'est une belle alternative, mais je crois que en fait, le fait qu'un événement comme ça existe attise beaucoup de choses. Attise la curiosité. Évidemment. Mais vous vous amuserez mieux si vous êtes à 10 entre vos amis. C'est sûr. Dites-le et vous pourrez boire un verre ensemble. Pour un barbecue samedi à la maison. C'est l'occasion. Hein. C'est mon anniversaire, c'est déjà fait. Voilà. Et ben voilà. Écoutez, je préfère vous inviter que vous retrouvez au Bois de la Cambre, en tout cas, parce qu'on doit continuer le dialogue. Est-ce que vous sentez, je comprends, il y a une chose que je voulais dire. Je comprends que les jeunes ont eu un besoin de dialogue et ils se sont sentis exclus des prises de décision. Et là, c'est nous aussi qui devons faire nos mea culpa parce qu'on n'a pas assez. Je reviens à ma question. Je vous écoute. Brièvement, parce qu'on a pris beaucoup de temps pour ça, et ce n'était pas du tout ma question. Ma question, c'était, est-ce que vous vous sentez dépassé aujourd'hui par tout ça ? Parce que vous êtes critiqué non-stop. Sur les réseaux sociaux, finalement, on fait un peu sans vous. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde politique se sent dépassé en Belgique par ce qui se passe ? On est, comme je crois tout le monde politique, on trouve beaucoup de difficultés parce que cette crise est totalement exceptionnelle. Et ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de répondre à la crise et essayer de prendre toutes les particularités parce que la population n'est pas monogame et monolithique, il faut avancer avec eux, mais surtout, c'est ça que je veux dire aujourd'hui, c'est donner des perspectives, mais surtout ne pas abandonner la population à la sortie de la crise. Et c'est là-dessus que nous travaillons et que nous devons travailler avec les acteurs sociaux. Ça, on l'a bien compris. Et Céline, c'est ce que j'ai fait quand même comme ministre, j'ai directement réuni les acteurs sociaux pour pouvoir répondre à leurs demandes. Ok, donc voilà, on n'en saura pas plus sur le fossé citoyen qui se creuse et donc sur l'impuissance politique ou pas, mais on a bien compris qu'il y avait des projets, qu'il fallait discuter. Le problème dans ce qui est en train de se passer, et on vient de l'entendre encore, c'est un problème de dialogue. Le problème, il est uniquement là où il y a vraiment une fracture vis-à-vis de l'autorité qui devient impossible à maîtriser, selon vous. Donc, il y a un problème de dialogue et le dialogue a eu lieu à certains endroits plus qu'à d'autres, etc. Mais comme le dit François, de manière majoritaire, il y a une fracture déjà avant la crise entre le monde politique et les gens. Mais je trouve quand même qu'ici, il ne faut pas tout confondre. Ce n'est pas uniquement le dialogue. Il y a quand même des personnes, des gens, des secteurs. Et ça, pour moi, ça reste... Je pense que si je l'avais vécu, et je ne l'ai pas vécu, et je pense que vous non plus, si j'avais dû supporter individuellement les conséquences de la crise, que ça avait impacté ma famille, mon portefeuille, etc., je pense que je serais dans une colère. Honnêtement, je trouve qu'il y a quand même quelque chose. Il y a une partie de la population et une minorité qui a pris individuellement sur son portefeuille, sur son niveau de vie, le poids de cette crise. Et là, malgré tous les mécanismes qui existent et tous les mécanismes qu'on a mis en place, tous les renforts des CPS, etc., on n'a pas réussi à combler cette fracture. Et donc, je comprends la colère de secteur et la colère, parce qu'on parle de l'événementiel qui est derrière la boum aussi, je comprends leur colère et je pense qu'il ne faut pas confondre deux choses. Pourquoi est-ce que les secteurs veulent rouvrir? Parce qu'ils sont dans la précarité. Si les personnes, les secteurs, les travailleurs ne supportaient pas individuellement ou au niveau d'un secteur et financièrement le poids de cette crise, je ne suis pas sûre qu'il y aurait une telle verve à réouvrir, même s'il y a une envie. Et une deuxième chose,
Et je pense qu'il y a autre chose qu'il ne faut pas confondre. Qu'on désobéisse au gouvernement, c'est une chose, mais il ne faut pas désobéir au virus. Il y a quand même un enjeu de solidarité avec toute la population et avec les plus fragiles qui est là sous nos yeux. Moi, je suis très affectée par le fait que les personnes les plus fragiles dans notre société, soit en termes de santé, soit en termes socio-économiques, ont été beaucoup plus touchées que les personnes les moins fragiles. Et donc, pour moi, il y a un vrai appel à la solidarité. Et donc, c'est pour ça qu'on avait fait une carte blanche en disant, est-ce qu'on parle des libertés ou des inégalités? Et moi, ce qui me révolte plus, c'est les inégalités. Oui, j'ai envie de retourner boire un verre. Mais pour moi, c'est pas là qu'est mon combat. Et j'espère que les gens au Bois de la Cambre aussi, c'est que leur combat va plus loin que ça. Je voudrais qu'on parle avec les deux secteurs finalement. Je vais vous demander d'être bref, pardon, mais on a pris pas mal de retard. 1000 excuses pour ça, parce qu'il y a pas mal de choses encore à évoquer. On vient de dire précisément que peut-être ce qui allait se passer samedi serait de nature à retarder des ouvertures, à mettre finalement à mal notre lutte. Vous êtes inquiète ou vous soutenez plutôt ce qui va se passer samedi ? Moi, j'ai qu'une seule chose à dire, laissez-nous travailler, en fait. Je veux dire, les professionnels de l'événementiel ont la capacité de pouvoir répondre et de pouvoir encadrer un certain nombre d'événements. S'il y a un protocole qui est mis, on va pouvoir le faire. Donc non, je ne soutiens pas du tout, évidemment, cet événement qui est donc la boum dans les conditions dans lesquelles ça va se passer, parce que je pense que c'est dangereux pour tout le monde et ça met à mal les professionnels de l'événementiel qui, eux, savent le faire. Et je trouve ça quand même incroyable que monsieur... dans un cadre, il ne va pas organiser son événement, d'un autre côté, un événement comme la boum puisse avoir lieu, du coup. Vous comprenez qu'on maintienne la boum dans ces conditions-là, parce qu'il y a des choses pas jolies, hein. On parle de messages pirates sur certains sites, sur certains réseaux, qui vont peut-être nous amener des gens d'extrême droite venus de pays étrangers. On est peut-être en train de gonfler ça de manière absolument excessive, j'en conviens. Mais le risque n'est pas exclu. Alors vous dites quoi aujourd'hui, vous qui avez annulé votre événement, vous dites quoi aux organisateurs de la boum 2 ? Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités à un moment donné et qu'ils assument justement les conséquences de ce qu'ils font. Moi, je veux juste rebondir sur ce que disait madame. Effectivement, aujourd'hui, le gros problème par rapport à notre secteur d'activité, c'est la transparence et le dialogue. La transparence, pourquoi ? Parce qu'effectivement, M. Clarinval, il a raison, et c'est la direction également du gouvernement, incite, si on souhaite réouvrir un jour, à ce que les gens se fassent vacciner. Je ne fais pas de polémique, je ne parle pas pour ou contre, ce n'est pas mon problème. Mais il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, vous prenez l'exemple de Liège, sur l'ensemble des CHU liégeois, depuis 3 semaines, il est impossible d'avoir un rendez-vous pour se vacciner, tout simplement parce qu'il n'y a plus de vaccin. Ça, c'est une réalité. Non. Donc, tant qu'il n'y aura pas de vaccin à ce niveau-là, ah si, monsieur, Sartillement, voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, la transparence, effectivement. Nous, lorsque le commissariat du Covid a été créé, on a été totalement écartés du problème. Et aujourd'hui, ils refont le monde entre flamingants. Et ça, c'est un gros problème, parce qu'on nous a totalement écartés, du point de vue festif, de ce commissariat. Et ça, c'est un gros problème pour nous. Sur la vaccination, je me permets quand même de corriger un tout petit peu. Je ne connais pas la situation spécifique dans les hôpitaux liégeois, mais on peut quand même dire que par semaine, on vaccine plus de 430 000 doses, je pense. Il n'y a pas de problème, il y a des doses et c'est dans les centres de vaccination et pas dans les hôpitaux qu'on vaccine. Voilà, donc dans les hôpitaux, forcément, ils n'ont effectivement pas de doses, il fallait le préciser et je crois que ça, la vérité a ses droits, évidemment. Alors, un message Facebook, me dit-on, avant qu'on évoque quelque chose qui fait aussi peur au secteur de la culture. Le message, le voici, il n'y a aucune bonne raison d'organiser un tel rassemblement dont on sait qu'il va forcément mal finir. L'État doit sévir envers ces personnes, organisateurs en premier. Ils mettent à mal des mois d'efforts. Beaucoup craignent des débordements liés notamment à la consommation d'alcool sur place. Ça aussi, ça doit être dit. Ça peut très bien se passer au début et puis ça peut un peu s'échauffer. Il reste peu de temps, hein. Je vais devoir vous presser toutes et tous, pardon, mais c'est vrai qu'on s'est un petit peu laissé aller en première partie de débat. Grosse inquiétude du côté de la culture, puisque là aussi, il va y avoir des spectacles qui vont être organisés finalement avant les dates autorisées. Ils craignent que des amendes leur tombent dessus. Très brièvement, quelques secondes chacun. Est-ce qu'ils ont raison de craindre que des amendes tombent sur les organisateurs de spectacles et sur les spectateurs ? J'en appelle d'abord à la culture. Je sais les responsabilités, je connais les protocoles, je suis très proche du monde culturel et j'ai eu beaucoup de théâtres ou de lieux qui m'ont surtout dit qu'ils allaient organiser des activités en extérieur, qu'ils allaient évidemment essayer d'être le plus proche possible des décisions du Codeco et je les en remercie parce que c'est montrer leur responsabilité, montrer qu'on peut leur faire confiance. Et à un moment donné, s'il y a des petites organisations où il y a tout le respect des protocoles avec l'hygiène des mains, avec le masque, avec peu de tension,
Voilà, j'espère effectivement. On ne peut pas dire qu'on va fermer les yeux quand on est une autorité, parce que ça ne va pas. Mais je suis certaine que j'espère qu'ils attendront plutôt le 8 mai en extérieur pour pouvoir avancer avec nous. On a envie d'avancer avec eux. David Caraval. À partir de maintenant, ils peuvent déjà faire des tests avec plus grande capacité. Donc il est déjà possible aujourd'hui, moyennant l'accord de virologues et les procédures classiques, de faire des tests à grande échelle, moyenne échelle. Donc voilà, s'ils ont envie vraiment d'ouvrir avant le 8 mai, eh bien qu'ils fassent un test tel que proposé. Ensuite, à partir du 8 mai, on peut déjà faire des spectacles à 50. Alors c'est vrai que c'est pas énorme, mais... Et puis ensuite, au mois de juin, à 200. Donc qu'ils s'inscrivent dans cette règle-là, c'est trop risqué de vouloir vraiment franchir les règles. Pourquoi ? Pour quelques jours. Je sais que ce sont des jours en trop, mais quelque part... Il y aura des amendes ? En tout cas, le secteur subsidié, c'est l'autorité de la ministre de la Culture de prendre ses responsabilités. Mais il y a des secteurs non subsidiés, des secteurs qui sont indépendants. Comme je l'ai dit au secteur Horeca, je leur déconseille vraiment, en tant qu'indépendant, de ne pas respecter les lois. Sinon, oui, ils risquent des problèmes. On va conclure ce débat, Céline Nieuwenhuis, en essayant de se projeter un tout petit peu dans le futur et pour ne pas non plus discuter que de choses trop négatives, ce qu'on a dû beaucoup faire ce soir, mais il y avait beaucoup de sources d'inquiétude. Cette crise, elle risque de laisser des traces dans la société encore très longtemps. Vous pensez que tout ça va s'aplanir un peu avec le temps ? S'aplanir, je ne pense pas que c'est le bon terme, mais je pense que petit à petit, on réouvre la possibilité de penser ce monde de demain. Et j'espère que ça va se renforcer, se prolonger, qu'on va pouvoir justement renouer avec toute cette créativité sur le terrain. Et là, je ne perds pas espoir que les jeunes, justement, peut-être que cette crise a dû les marquer sur beaucoup de plans, mais j'ai beaucoup de confiance dans la capacité des jeunes à contribuer à ce monde de demain, à le réfléchir. On les avait vus dans les rues avant la crise pour le climat. Je pense quand même qu'on a là des forces vives et j'espère qu'elles vont pouvoir être redynamisées après cette crise, qu'on va pouvoir retrouver un peu d'espace pour dialoguer en vrai. Avec du dialogue qui n'est, on l'a bien compris, pas rompu. Et ça, c'est important aussi. Grand merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous également. Et puis merci à nos 4 citoyens qui sont intervenus depuis chez eux. Bonne nuit et bonne soirée. Ils sont peut-être déjà allés dormir d'ailleurs. Oui, sans doute. Non, les voilà. Grand merci à vous et à très bientôt, j'espère, sur cette antenne. Grand merci à vous de nous avoir suivis, évidemment. Désolé, on aurait bien voulu vous présenter plus de messages en début d'émission, mais petit problème technique, on a pu vous en livrer quelques-uns. Mais on a un peu coincé à ce niveau-là aujourd'hui. Vous étiez sans doute trop nombreux à réagir. C'est souvent le cas. Grand merci à toute l'équipe qui m'a permis de vous présenter cette émission. On la termine avec la une du magazine Moustique qui est sortie aujourd'hui et qui se pose cette question que nous avons un peu abordée aussi. La révolte des jeunes est-elle en train d'avoir lieu ? Un dossier très complet, là aussi en prélude à ce qui s'annonce le 1er mai et dont nous vous informerons évidemment sur tous les médias de la RTBF. Il me reste à vous remercier et à vous souhaiter une excellente soirée. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.